Bonjour tout le monde, je suis Florent Baudouin, le CEO de My Private Coach App, la première plateforme de conseil en ligne. Donc, bienvenue sur notre conférence sur la passion et sur la carrière avec Corinne Mermet, coach en carrière et coach aussi sur My Private Coach. Le but de cette conférence est de fournir des informations et des conseils pour tous ceux qui recherchent un emploi, qui souhaitent à se reconvertir et à se réinventer. Donc, je propose tout d'abord que Corinne vous présentiez individuellement. Donc, peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours professionnel, qu'est-ce qui vous a emmené à devenir coach dans un premier temps, comment vous avez vécu votre période de confinement et quel a été l'impact donc du Covid-19 sur votre activité et sur vos clients. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc je vais commencer par me présenter. Donc, ça a déjà été fait en partie. Donc, effectivement, je suis consultante d'un côté, consultante RH, et de l'autre côté, coach professionnel, coach en carrière. J'ai accompagné déjà ces dernières années donc 2000 personnes de manière individuelle, et par ailleurs, donc j'ai à mon actif aussi 12 000 heures de formation. Ça fait partie aussi de ma spécialité. J'ai traversé dans ma vie plusieurs activités. Alors, j'ai l'impression que j'ai traversé plusieurs activités dans ma vie, vu que je ne suis pas tout au début, mais plutôt, on va dire, un peu plus qu'au milieu. Voilà. Un petit peu à l'image de ce que j'ai été au départ. L'idée, elle est très simple. Hein, c'est que j'ai commencé avec une maladie cardiaque, pas grave du tout d'ailleurs, qui a été guérie quand j'avais 8 ans. Et du coup, ça m'a engagée à trouver un sport qui me plaise, et notamment la natation. Voilà. Et puis, du coup, je me suis engagée là-dedans. Je me suis tellement bien engagée que j'ai fini par faire sportif de haut niveau en natation. Bon, aujourd'hui, je nage encore, mais je nage en pleine mer pour mon plaisir. C'est la grosse différence. Et puis, sont arrivés mes 22 ans, et j'ai eu un accident très grave. Cet accident m'a immobilisée, j'ai failli perdre la vie, j'étais en vélo, j'allais travailler. Ce jour-là, il y avait grave de bus, justement, je m'étais adaptée. Et puis, total, donc, j'ai découvert la vie différemment à partir de l'énergie que j'étais capable de dégager. Je me suis dit que je la mettrais au service des gens. Et puis, la vie fait qu'aussi, il y a des cadeaux qui nous arrivent, des beaux, on va dire ça comme ça. Et un 14 juillet, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon mentor. Et j'avais déjà une formation. J'étais déjà à un niveau de licence, de licence biochimie, parce que j'étais partie sur les sciences au départ. Et puis, cette personne m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai une agence immobilière, ça t'intéresserait de venir travailler avec moi? Alors, je lui dis, bah, pourquoi pas? J'ai pas envie d'être enseignante. Et pourquoi pas aider les gens? Et puis, pourquoi pas un jour tenir une agence immobilière? Mais c'était quelque chose qui me paraissait encore on va dire, en cours. Je n'étais pas vraiment dans la réalisation. Et puis, il s'est passé la chose suivante, c'est que je me suis tellement plu que du coup, j'ai fini par prendre les rênes de cette agence immobilière et j'ai fini par former carrément des personnes aux fonctions commerciales. Voilà, donc du coup, je suis devenue également manager. Et puis, j'ai fait comme ça pendant une dizaine d'années, donc cette agence et puis une autre agence. Et puis après, j'ai décidé que j'avais fait un peu le tour, et puis il y avait quand même la crise dans les années 90. Et j'ai décidé de poursuivre, de reprendre des études, donc, et notamment en sciences, puisque j'étais partie dans les sciences au départ. Et puis j'ai eu des enfants, j'ai déménagé de région, enfin il y a plein de choses qui se font. Et puis du coup, j'ai eu l'opportunité aussi de travailler à l'université et à l'hôpital. Donc, du coup, ayant une formation, bien sûr, médicale, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai mis encore toute mon énergie à déployer donc des projets, des accompagnements, et puis de l'enseignement et de partager mes connaissances. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et puis, pointer derrière toujours cette histoire d'orientation, d'accompagnement, et en me disant, tiens, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Et puis, par ailleurs, j'ai été aussi dans le milieu de la rééducation. Donc, du coup, j'ai pu connaître pas mal de sportifs de haut niveau qui s'étaient convertis après, et qui était devenu kiné, accompagnateur, APA, comme on dit, donc qui enseignait le sport de manière tout à fait douce et avec une visée de rééducation. Et puis voilà, donc les choses petit à petit se sont installées dans l'accompagnement. Et un jour, je me suis dit, tiens, ça c'est quand même très sympa, ça serait bien peut-être que je vois et je pousse un peu plus la porte. Et puis, j'ai fait un bilan de compétences. J'ai eu des choses qui me sont arrivées dans ma vie personnelle, je ne rentrerai pas dans le détail, mais des pertes qui m'ont été très chères. 2 personnes en 8 ans de temps et qui m'ont fait prendre conscience aussi que le temps allait peut-être très vite, qu'il fallait qu'il ralentisse et qu'il fallait être pas à pas à côté de la personne. Ça, c'est quelque chose qui a été très prégnant chez moi. Et du coup, je me suis dit, me mettre au rythme des personnes, dans un rythme qui est plutôt effréné dans lequel on vit, c'est peut-être de l'accompagnement. Et la personne, par miroir, m'a renvoyé effectivement cette image en disant, mais pourquoi pas coach professionnel?
Donc, ma première réaction a été très drôle parce que j'ai dit, mais pourquoi pas coach pour chien? Donc, j'étais partie sur le behaviorisme très américain, le comportement. Et je trouvais ça fabuleux parce que j'adorais une émission américaine qui, justement, s'occupe de dressage des animaux et du comportement des animaux. Et puis, je me suis dit, nous sommes des grands animaux aussi. Donc, c'est parti un peu de ça. Et puis, du coup, j'ai fait cette formation. Cette formation m'a absolument emballée et je suis retournée dans l'univers dans lequel j'étais puisque j'avais accompagné également des sportifs de haut niveau dans leur scolarité, et notamment dans le supérieur avec des études un peu hachées où on est obligé aussi de faire du tutorat à côté, de l'accompagnement pour pas changer. Et puis, du coup, je me suis mis là-dedans à fond, donc l'OGC Nice, et puis après, les collectivités territoriales m'ont demandé, ça a été un peu une opportunité. Et puis CASA, la FNAIM, puisque j'avais travaillé déjà dans l'immobilier, enfin, toutes les choses se sont mises en route. Ma vie, en fait, s'est déroulée à ce moment-là, très simplement, très spontanément. Et je me suis dit, mais oui, mais pourquoi pas continuer là-dedans? Voilà, donc ça a été effectivement le handball, le milieu du handball, le GC Nice, et puis après Créteil, donc Ivry, Paris-Est, et puis après le tennis, la FFT. Et puis je me suis retrouvée avec des Suisses. Et je me suis retrouvée aussi à un point de départ parce que j'ai vécu en Suisse, j'ai fait pas mal d'allers-retours, des voyages, etc. Donc je me suis dit, en fin de compte, je suis toujours dans un avion, quelque part, toujours en train d'accompagner des gens. Je n'arrive pas à rester assise quelque part. Et je pense que les fonctions d'accompagnement peuvent m'aller parce qu'en fin de compte, on est dans une mouvance. Et je dirais une chose et qui me semble me caractériser, lorsque je vais nager en pleine mer, même si c'est, j'allais dire, à combien aller une centaine, 200 mètres du port, pas au-delà évidemment, hein, avec les bouées et tout ce qui s'ensuit comme sécurité, je me dis que, en fin de compte, ce qui est important, c'est de prévoir la vague qui va arriver pour pas la prendre de plein fouet, mais il faut pas se laisser porter par la vague. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut anticiper. Et quand on va nager, surtout en Méditerranée, elle est tellement traite, elle peut changer d'un quart d'heure à l'autre. Elle peut changer en ce qui concerne les courants, etc. Et si on ne s'adapte pas à la vague qui arrive, qui est à 4 mètres, parfois plus, mais même plus, il faut anticiper. Et cette anticipation, malheureusement, pour rebondir là-dessus, avec le Covid, on ne l'a pas vu venir. On a pris ça comme une grande vague et on s'est retrouvé sous l'eau. Et puis, il a fallu sortir la tête de l'eau. Donc, je peux comprendre que pour beaucoup, ça soit compliqué. Pour moi aussi, ça l'a été également. Et même si j'avais l'habitude de faire pas mal de remote du fait d'avoir enseigné à distance et notamment sur Ivry, hein, dans le cadre du sport, je trouve que c'est effectivement compliqué. Comme tout le monde, j'ai perdu des clients moi aussi. Parce qu'il y a des clients qui n'ont pas voulu s'adapter et des clients aussi qui parfois sont trop jeunes. Et au niveau scolarité, c'était une véritable catastrophe. Voilà, moi j'étais en remplacement parce que je continue à faire des remplacements au niveau alimentaire. Et puis l'éducation nationale ayant fermé, moi je me suis retrouvée financièrement une main devant, une main derrière. Ouais. Donc du coup, il a fallu s'adapter. Je pense que, comme on disait pas plus tard qu'hier avec un parent, je crois que la crise permet de faire jaillir des choses importantes dans notre vie. C'est-à-dire qu'on arrive aux priorités. Qu'est-ce que l'on aime? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? De qui on veut s'entourer? Quelles sont les ressources actionnables qui vont nous permettre d'avancer? Et à partir de là, on essaye de voir l'horizon et à 4 mètres minimum, la vague arriver, et on arrête de se faire porter. Parce que je crois qu'un truc comme ça, ça nous oblige à réagir. On n'a pas le choix. Donc finalement, un petit peu, peut-être que la situation Covid, etc., donc le fait que nous devons revenir un petit peu aux bases et vraiment à l'essentiel de la vie. C'est ça. Peut-être que c'est le bon moment pour les gens de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils aiment? Quelles sont leurs passions? Donc, c'est vraiment le thème donc, de la conférence d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on aime? Est-ce que l'on doit faire de notre passion une carrière? Est-ce que c'est possible? Parfois, c'est pas possible. En tout cas, j'aimerais vous dire quelque chose que j'ai remarqué, c'est que vous êtes passionné des gens. Et je pense que quand on est coach, moi j'étais dans l'hôtellerie au départ, et je pense que pour être coach ou consultant etc., on doit vraiment aimer les gens. Et en tout cas, vous avez tous des profils, tous les coachs avec qui j'ai pu discuter, vous avez ce trait de caractéristique que je trouve vraiment admirable. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Donc maintenant, peut-être, voilà, donc les premières questions que l'on se pose et qui sont intéressantes, c'est donc déjà, comment choisir sa passion qui peuvent nous donner l'envie de prendre un nouveau départ professionnel, comment la choisir, comment savoir si on peut vivre de cette passion ou non. Alors effectivement, la question elle est très bonne et on est toujours à mi-chemin entre deux choses, entre le cœur et la raison.
En revanche, ne pas oublier que le cœur est un moteur. Hein, c'est celui qui porte les émotions, et dans le mot émotion, il y a moteur, M-O-T. Donc, les moteurs permettent d'aller très loin et parfois aussi d'être capable de gérer, de sursoir à certaines difficultés. Parce que les difficultés, on va les rencontrer. Un chef d'entreprise qui réussit au premier coup en claquant dans les mains, impossible. C'est carrément impossible. Il va trouver durant son parcours pas mal de difficultés. Ça veut dire quoi? Que s'il n'a pas une passion qui vissait au corps, comme on dit, et qui l'accroche pas complètement, il ne va jamais y arriver. C'est aussi simple que ça. Donc, la passion, c'est quoi? La passion, avant tout, c'est un moteur, on va dire. Et quel est ce moteur? Le moteur, c'est quand même les émotions. On ne va pas rentrer dans la physiopathologie ni quoi que ce soit, mais ça reste quand même une question hormonale, avant tout. Ne l'oublions pas. Il y a des choses qui nous portent, et puis il y a des choses qui ne nous porteront jamais. Donc, celles qui nous portent, il faut vraiment savoir pourquoi elles nous portent. C'est plutôt ça. Est-ce que c'est parce que j'aime, je fais travailler mon cœur? Est-ce que je fais travailler ma curiosité, mon intellectuel, mon envie d'aventure, etc. Enfin, il y a plein de conditions qui font que ça peut devenir moteur. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Donc, c'est déjà arriver à trouver quelles sont ces qualités que nous avons et qui nous font avancer. Il y a des gens qui sont curieux, il y a des gens qui sont passionnés. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui sont spontanés. Enfin, il y a plein, je vais dire, il y a une diversité de moteurs comme il y a une diversité d'individus. Et c'est ça qui nous permet d'avancer avant tout. Voilà. Et quand on est dans une situation difficile comme celle du Covid, ou quelqu'un qui monte une entreprise, ou quelqu'un qui change et qui veut aller vers autre chose, il faut à ce moment-là, il va se dire, bon, j'ai plusieurs passions. Est-ce que déjà les passions sont éternelles? Jamais. Elles se transforment au cours d'une vie. Ça, c'est déjà ce qu'il faut savoir. Est-ce qu'une passion majeure va rester une passion majeure toute sa vie? Il y a des gens qui adoraient faire la cuisine et puis un jour qui ont eu envie, je ne sais pas, de faire du trekking, par exemple, ou autre chose. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à analyser à l'instant T. Est-ce que cette passion va rester une passion à vie? Moi, je vois tous ceux qui ont travaillé à l'hôpital, qui ont été infirmiers, et toutes les interviews qu'il y a pu avoir récemment, c'est pas toujours le cas malheureusement. Donc, se dire que quelqu'un qui va vouloir faire une conversion, qui est infirmier et qui adore les gosses, par exemple, ou les personnes âgées, ou les personnes, est-ce qu'il ne peut pas faire ça ailleurs? Bien sûr que si. Il peut aller dans l'hôtellerie comme là où vous avez été notamment, parce qu'il va faire de l'accueil, il va faire de l'écoute active du client et à la limite, il va peut-être même se mettre à la cuisine et faire plaisir parce qu'il va partager une passion qui est de donner un plat, en fin de compte, qu'il aime. Donc, il y a un tas de possibilités qui peuvent se mettre en place et une profession peut bouger au fil du temps, mais la passion peut rester toujours la même. C'est simplement qu'elle va être différemment orientée. C'est-à-dire que dans un premier temps, si on l'oriente par exemple l'hôpital et patients, dans un deuxième temps, elle peut peut-être s'orienter vers des personnes qu'on va appeler des clients, mais aussi des gens qui aiment bien manger, par exemple, qui aiment les bons vins, qui aiment la compagnie, qui aiment les festivités, etc. Donc, on va travailler davantage dans l'événementiel, hein, pour parler de manière très globale, on va dire, et la partie gastro. Voilà, gastronomie. Et puis, il peut y avoir d'autres voies aussi. Ça peut être une personne qui se dit, bah, tiens, pourquoi pas faire enseignant? Parce que là aussi, il va falloir de la patience, de l'amour, de la dévotion, une envie de partager sa passion, etc. Donc là, ça peut être un tout autre métier, un tout autre secteur. Mais en fin de compte, les grandes caractéristiques restent les mêmes. C'est qu'on a envie de donner, on a envie de partager, mais on n'a plus envie de le faire dans le même univers, dans le même environnement. Et c'est simplement l'environnement qui va changer dans ces cas-là. Donc, je ne dis pas qu'on peut transformer une infirmière en prof, qu'on peut transformer un cuisinier en prof ou pourquoi pas un cuisinier en infirmier. Non, il faut peut-être aller faire quand même une formation derrière. Mais si on est passionné par les personnes, pour reprendre ce secteur d'activité, aucun souci. On peut devenir coach aussi, pourquoi pas. Donc, il y a un tas de possibilités qui peuvent se mettre en place. Donc voilà, après, pour en vivre, la question, elle est là aussi. Quand on a des difficultés mais qu'on a une passion, je pense que c'est beaucoup plus facile. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En revanche, après, il faut que ça soit en adéquation avec le marché actuel et surtout ne pas oublier que le marché il est mouvant puisque nous sommes, si on prend du langage entreprise, dans un monde VUCA. Donc, un monde qui bouge en permanence et quand on vous dit d'avoir des objectifs SMART, ben, c'est pas gagné. Hein. Avec le Covid, pour le SMART, pour le coup, c'était pas terrible. Donc là, ça va pas forcément être évident. Il va falloir arriver à s'adapter puis surtout anticiper. On en est toujours là. Alors, on s'appelle pas tous Robert Dills. On s'appelle pas tous John Grinder, qui sont des gens formidables et qui vous disent et il faut être visionnaire, il faut faire entrer son futur dans le présent. Ça, c'est génial. Moi, je suis complètement d'accord. C'est quelqu'un qui a coaché Robert Dills, a coaché Steve Jobs, pardon. C'est un homme formidable et Steve Jobs, je pense, a bien compris son taf, comme on dit, sa mission, sa vision-mission. Ceci dit, on voit bien qu'effectivement, dans notre monde VUCA, c'est quelque chose d'assez complexe.
Et quand on dit la pensée complexe, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'analyser, mais il va falloir décortiquer les différents plans. Donc ça, c'est pas toujours gagné. On va me dire, ça devient une question très intellectuelle. Et puis, je pense à autre chose aussi, c'est une forme, j'allais dire, assez nouvelle, c'est d'arrêter peut-être de s'observer et de se dire, voilà, moi j'ai envie de faire ça, je fonce. Et je pense qu'aussi l'idée de foncer dans un secteur d'activité utile, évidemment, pas un secteur d'activité où personne s'y intéresse, bien évidemment. Généralement, cette force et ce moteur peut tout à fait aussi nous faire avancer également. Donc, c'est un dosage des deux. Et de là à dire que telle ou telle personne va s'adapter de cette manière-là ou de cette manière-là, à nous de voir en tant que coach comment on va pouvoir la guider et comment elle va apprendre à se connaître profondément, au plus profond d'elle-même, et devenir qui véritablement elle est. Donc là, malheureusement, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de phare, il n'y a qu'un seul mot, l'authenticité. D'accord. Donc, à partir du moment où vous, en tant que coach, quand un client, vous avez déjà fait ce travail de savoir qui on est en réalité, un peu dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important. OK, une fois que le client l'a assimilé, quelles sont les étapes afin d'accéder à cette nouvelle étape de vie, à cette nouvelle vie finalement? Parce qu'il y a, OK, il y a qu'à faucon, il faut qu'on. Oui, bien sûr. Dans la vraie vie, comment on le met en place? Voilà, je sais, je suis passionné par exemple par le sport, mais je sais que j'ai pas les capacités physiques, etc., etc. Mais alors, comment vous conseillerez à quelqu'un qui n'aime pas son travail, mais OK, il sait ce qu'il a vraiment envie de faire, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc déjà, il faut tester. On en revient toujours à ça. Moi, j'ai un côté pratico-pratique qui est très américain aussi. Je suis très pragmatique. Et là, je vois bien qu'effectivement, on est sur une question, j'allais dire, très anglo-saxonne. C'est du genre what else. Et c'est tout à fait vrai. On ne peut pas rester dans la théorie. Moi, c'est ce que je vois. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, je me baladais sur Internet et je voyais des storytelling, plein de conseils pour faire des storytelling formidables. Génial, pourquoi pas? Mais alors après, du genre, vous avez des exemples? Oh ben non, on n'a pas des exemples. Et le peu que j'ai pu trouver, qui correspondait peut-être à 10%, c'était même pas des exemples qui me donnaient envie d'avancer. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Un coach va venir avec cette histoire-là, mais je veux dire, mais pauvre, je ne sais pas, je peux rien faire avec ça, c'est même pas Les Misérables, j'ai pas envie d'acheter ton truc. Voilà. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, aller tester. Ça, il n'y a rien à faire. Et tester, ça demande quoi? C'est déjà aller voir le secteur, c'est être capable de faire des interviews, être capable de savoir comment le métier peut s'exercer. Parce que si je prends le secteur du sport que tu viens de citer, dans le sport, il y a toutes sortes d'activités. J'allais dire, c'est un petit peu comme dans les aéroports, c'est un peu dans le même genre. Il y a 36 plateformes. Il y a des plateformes d'accueil, il y a des plateformes où on va prendre en charge les gens, il y a des endroits où on va prendre carrément les bagages des personnes, il y a des endroits où on va leur donner à boire et à manger, dans d'autres cas, on va leur donner des informations pour les éduquer, pour savoir s'asseoir, aller chercher le gilet comme il faut, etc. Enfin, il y a toutes sortes de métiers, une panoplie de métiers sur une même plateforme qu'on appelle un aéroport. Et dans le sport, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui vont être enseignants. Mais si je prends les coachs, par exemple, je suis coach mental notamment, dans le milieu du sport, moi je suis en lien avec d'autres coachs, mais ce sont des coachs qui, eux, sont des entraîneurs sur le terrain. Mais ces entraîneurs de terrain pour la souplesse, l'agilité, etc., ne sont pas forcément ceux qui vont donner les cours de tennis. Ça peut être encore d'autres personnes qui vont donner les cours de tennis. Ça n'empêche pas que ces jeunes-là ont besoin d'une éducation. Ils savent très bien que s'ils se font mal, comme on dit dans le métier très simplement, ils vont être obligés de se reconvertir. Et à ce moment-là, bien sûr qu'il faut qu'ils fassent des études à côté. Donc, en fin de compte, quand on vient à rentrer, par exemple, dans le milieu du sport, il faut tester la plateforme. Et c'est de savoir comment ça se passe. C'est-à-dire aller y vivre pendant 24 heures, de poser des questions aux différents intervenants. Je ne vais pas donner tous les corps de métier, mais là, majoritairement à peu près, quoi. Il y en a une douzaine. Et à partir de là, se dire, voilà, moi, ça, je suis capable de faire. Ça, je ne suis plus capable de faire parce qu'à un âge donné, on n'a plus les compétences ou les kilos sont en trop ou la volonté n'est plus là ou le temps n'est plus là. Mais ça n'empêche pas qu'on peut vivre toujours dans le même univers. D'accord. Après, dans cet univers, quelles sont les compétences qu'on peut développer? Et après, j'irai un petit peu plus loin. Si on est un homme ou si on est une femme, en ce moment, il y a une polémique là-dessus. On a beau vous dire qu'il y a une égalité de ce côté-là, et il y a une égalité sociale, etc. J'ai presque envie de dire, je ne vais pas moufter pour utiliser l'expression française, c'est-à-dire je ne vais rien dire. Mais je sais pertinemment que ce n'est pas vrai. Donc, je sais qu'il y a plus de difficultés pour certaines personnes à s'adapter dans ce milieu-là que d'autres. Si on a déjà le langage du sport, si on a expérimenté avec son propre corps le sport à un moment donné, je pense que déjà c'est plus facile.
Après, est-ce que pour autant on va pouvoir complètement, j'allais dire, s'introduire et après complètement rentrer dans le moule pour que tout puisse fonctionner? Ben, j'allais dire, c'est une question d'équipe. Le problème, c'est qu'il y a un entraîneur aujourd'hui qui est vraiment le head coach, on va dire, et puis demain, ça sera un autre, et la politique va complètement changer en matière de formation, d'encadrement, de coaching mental, de préparation physique, etc. Et de ce fait, on peut se retrouver d'un jour à l'autre éjecté du système. On est obligé d'aller chercher ailleurs également. Donc, en fin de compte, ça demande d'être très nomade. Quand on est dans le milieu du sport, c'est un peu comme les arts. Celui qui dirige un théâtre, il est peut-être pas forcément éternel. Et le jour où il se fait remplacer, ça peut être une autre politique. Et ça, c'est effectivement un sujet qui est plus complexe que dans certaines entreprises où ça tourne de manière tout à fait classique. Donc, très bien. Donc, déjà, numéro 1, apprendre à se connaître. Numéro 2, faire le tour et faire son étude de marché finalement sur toute l'industrie, sur toutes les positions, aller interviewer, récolter un petit peu des feedbacks, des commentaires dessus. Donc, la troisième étape, très bien. Donc, on a détecté finalement la position, le poste qui nous intéresse. Est-ce que maintenant, ça serait, voilà, on a déjà, imaginons un client qui a déjà un travail à plein temps. Est-ce que vous conseillez à cette personne-là d'essayer de jongler entre son job plein temps qui paye les factures? Parce qu'imaginons que ce même Oui, on va en arriver là. On en arrive à l'aspect financier, exactement. Parce que ce client-là a peut-être une famille à nourrir, un toit, il doit payer les factures. Est-ce que vous conseillez de prendre un stage peut-être non rémunéré pour la position qu'il souhaite avoir peut-être dans le futur, ou est-ce que vous le conseillez peut-être de tout lâcher pour cette nouvelle position qu'il a envie d'obtenir, peut-être pour la simple unique raison que, enfin, en tout cas, c'est un autre point de vue. Par exemple, dans le cas de beaucoup d'entrepreneurs et de gens qui démarrent une nouvelle vie à l'étranger, c'est le fait aussi d'être un petit peu au pied du mur qui va nous forcer vraiment à nous surpasser, à faire des efforts et à apprendre davantage que si on était finalement dans une zone de confort. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous conseillerez à ces gens-là? Alors, j'allais dire, ça va dépendre tout simplement de l'interlocuteur qu'on a en face de soi. Donc, la première chose, effectivement, est sa situation financière, sa situation familiale, ça me paraît complètement évident. Parce que vendre du rêve, c'est bien joli, mais quand il faut payer les factures, le banquier ne va pas aimer. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, j'ai ce côté aussi pragmatique. Moi, me concernant, pour prendre un exemple, ça a été une posture, moi, de mon côté, même si je n'étais pas dans une difficulté, j'allais dire, sur le plan matériel, j'ai toujours privilégié la sécurité. Donc ça, c'était ma façon de travailler. Donc, je me suis dit, avoir une passion, c'est bien joli, mais ça peut t'embarquer très loin. Et puis, tu peux tout perdre. C'est un peu comme au loto, une chance au grattage, une chance au tirage. Donc voilà, il ne s'agissait pas d'improviser. Bon, en revanche, effectivement, donc il y a cet aspect-là. Et ça veut dire qu'en clair, il faut déployer une énergie terrible, effectivement, pour être sur 2 postes, 3 postes. Moi, ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, je suis sur deux chaises, on peut dire. On est toujours un petit peu dans un entre-deux pour arriver à vivre. Généralement, comme je dis toujours, il y a une passion et cette passion coûte cher. Très souvent, surtout au départ, au démarrage, comme une entreprise. Donc, il faut l'alimenter. Donc, on peut garder son job, on peut trouver un autre job, pourquoi pas. Essayer de trouver un job qui soit pas prise de tête, évidemment, parce que sinon, après, on n'a plus d'énergie pour pouvoir suivre cette passion et pouvoir la développer. Ça me paraît évident. Et puis après, il y a les gens qui arrivent avec une valise, un petit peu comme c'est arrivé, je pensais à La Rue vers l'or, quand tu étais en train de me raconter ça. Donc, effectivement, Charlie Chaplin, qui m'est très cher, et effectivement, tu es arrivé, tu étais au pied du mur, et puis, il fallait bien manger, becter, comme on dit. Et puis à ce moment-là, comme par hasard, il y a des idées qui fleurissent, il y a plein de choses qui se mettent en route parce qu'on est au pied du mur. C'est totalement vrai. On peut se permettre ça quand on est seul, quand on n'a pas une famille ou des crédits type maison et autres. Ça, c'est tout à fait possible. Si en revanche, financièrement, on a un fil à la patte, comme on dit de ce côté-là, est-ce qu'on a une épouse qui travaille, sur qui on peut compter? Est-ce qu'on peut compter sur ses parents si on est jeune ou même plus tard? Parce que parfois, les parents comprennent ça aussi. C'est une situation qui est différente et qui est au cas par cas, bien évidemment. Mais quand on veut lancer une passion, il y a ça aussi. Je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer dans les flammes, comme disent les jeunes. Et si on ne se lance pas dans les flammes, de toute façon, on ne démarrera jamais. Donc après, c'est une histoire de ratio. Est-ce que financièrement, un tiers nous suffit du temps de travail et puis que notre salaire est assez important, donc de ce fait de travailler un tiers nous suffit pour alimenter? Et puis, beaucoup de gens ont fait la chose suivante en disant, je divise par 2 mon salaire. Oui.
C'est tout à fait possible parce qu'on est à deux à travailler dans des secteurs d'activité différents, ça aussi, parce que s'il y a un licenciement, ça c'est costaud, ça. Et à partir de là, ils ont commencé à développer leur affaire en disant, voilà, donc je ne travaille que la moitié du temps, je développe mon affaire sur l'autre moitié du temps, et puis après, je réduirai un tiers, et puis après, je partirai. Voilà, donc cas par cas, et là, nous, on n'a pas la réponse, j'allais dire, les ressources actionnables viennent de la personne qu'on a en face, et le coach, il est là pour faire quoi? Pour tirer les ficelles, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en clair, il va essayer de faire un état des lieux des ressources actionnables et de se dire, voilà, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, est-ce qu'on peut compter là-dessus ou pas? Et comme on ne sait pas tout, parce que parfois on a des surprises avec les parents notamment ou avec sa compagne qui se dit, écoute, jusqu'à présent j'ai élevé les gosses, je pensais reprendre que dans 2 ans, mais au vu de ce qui arrive, écoute, je crois que de manière anticipée, je reprends le travail plus tôt. Et toutes ces surprises, tous ces éléments vont faire qu'effectivement, c'est une systémique, hein, c'est le principe même de la systémie, c'est-à-dire que tout va bouger et on va s'adapter au fur et à mesure. En clair, on va devenir plus agile. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de mettre ça en place et de déclencher, comme tu disais très bien, le Covid permet de retourner à l'essentiel, ça c'est très important. Et c'est essentiel aussi, c'est de pouvoir se dire, voilà, on a des ressources, quelles sont-elles? On fait un bilan, et est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres ressources qu'on ne pourrait pas mettre en place? Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce questionnement qui permet bien sûr d'aller bien au-delà de cette matérialisation, de cette installation de cette passion. D'accord, donc ça va un petit peu, ça dépend un petit peu cas par cas, selon les situations, les obligations. Alors, vous parlez très bien des jeunes, en plus, vous êtes beaucoup occupé donc de jeunes, vous occupez toujours beaucoup de jeunes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons plusieurs milliers d'adolescents on va dire, entre 16 et 25 ans, on va dire vraiment des jeunes qui font partie de la plateforme, qui nous posent régulièrement donc, des questions. Et depuis qu'on préparait depuis que nous préparons donc la conférence, nous avons reçu beaucoup de messages donc concernant donc leurs études, les orientations professionnelles. Qu'est-ce que la situation va changer en réalité pour eux? Donc il y a une question qui sort, c'est à l'heure actuelle déjà les jeunes ne savent pas vraiment quels sont les secteurs qui risquent de disparaître, quels sont les métiers du futur. Ils sont aussi au milieu, on va dire, entre deux chaises pour savoir, OK, je dois faire des études parce que mes parents m'imposent finalement de faire des études supérieures dans une industrie. Mais j'ai des passions à côté comme voilà, la musique, le sport. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce qu'ils doivent écouter leurs parents? Est-ce qu'ils doivent écouter leur passion? Et comment combiner un petit peu les deux entre le raisonnable et la passion? Voilà, parce que pour moi, je pense qu'il y a parfois, surtout quand on est jeune, il y a vraiment la raison et la passion qui peuvent s'opposer. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est pas de moi, hein, je sais pas de qui, un illustre personnage, il paraît. Ça m'a posé beaucoup de questions quand j'étais adolescente. Ça m'en pose toujours autant parce que quand on se retrouve face effectivement à une question comme tu l'évoques et notamment les étudiants qui me posent en permanence cette question, hein, pas plus tard qu'hier encore, hier soir, je me dis mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Alors, on peut jouer la mission diplomatique effectivement avec les parents. Nous-mêmes, on a été parents, donc on se rappelle peut-être de comment on a fait avec nos propres enfants également, parce que j'en ai eu 2 et 2 en orientation, puisque j'ai perdu un grand, mais un grand, qui avait déjà 22 ans, pratiquement. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? La passion va être moteur, ou motrice, on va dire au féminin. Mais cette passion en question, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un, pour reprendre le même exemple, hein, pour faire simple, quelqu'un qui aime être, par exemple, dans le sport, comme on expliquait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui aime bouger. Quelqu'un qui aime bouger va peut-être pas vouloir faire un travail de bureau. Ça, c'est clair. En revanche, quelqu'un qui va penser vivre du sport, c'est pas gagné non plus. Il va falloir à un moment donné qu'il se pose, qu'il aille s'asseoir dans un amphithéâtre. Ça, il n'y a rien à faire. Il va être obligé de s'asseoir à un moment donné. Bon. Est-ce qu'il va rester assis pour autant toute sa vie? Non. On peut tout à fait faire plein d'activités en étant tout le temps en train de bouger sur un terrain. Moi, je fais partie des gens qui bougent tout le temps.
hein, avec ma voiture, avec mes pieds. Je suis jamais dans les mêmes lieux, jamais dans les mêmes salles. Ça, c'est fantastique. Je rencontre jamais les mêmes personnes. Enfin, jamais. Si, je les rencontre plusieurs fois, mais bon, je ne vais pas les rencontrer pendant 10 ans. C'est ce qu'on disait hier. Toutes les belles histoires ont une fin. Donc, si on aime ce côté nomade, entre guillemets, ben, je pense que dans le sport, il y a tout à fait de quoi nourrir. Bon, quelqu'un qui va faire du commercial peut tout à fait vivre dans le sport et vivre du sport également. Je pense à quelqu'un qui va avoir une activité dans le tennis. Je vais citer quelqu'un qui est décédé et quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui est Daniel Conté. Daniel Conté était quelqu'un qui était dans l'Open 10, dans le top 10, pardon, des gens du tennis. Et puis, à un moment donné, donc, il s'est dit, bah, il faut que je vive. Donc, je suis partie aux États-Unis. Et il était le spécialiste, à ce moment-là, bien sûr, du terrain de la terre battue. Vous savez, cette terre rouge. Et puis, à l'époque, il jouait encore pas mal, donc en duo avec Patrick Dust, hein, qui est toujours vivant, là, avec qui je suis en lien d'ailleurs sur LinkedIn. Et donc, il est parti aux États-Unis. Il a décidé de vendre donc comment on appelle ça, du matériau de sable rouge, là, hein, cette fameuse terre battue. Et il a fait ça une grande partie de sa vie. Et puis, il a mis de l'argent de côté, en plus du fait d'avoir été tennisman classé, etc. Et puis, il est revenu en France. Et puis, du coup, il investit. Et après, il a décidé, quand il avait 40, 45 ans, à peu près, dans ces eaux-là, de monter une école. Et du coup, il a décidé de monter une école et de former des jeunes et de leur donner tout ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire le tennis, mais aussi aller à l'école et aussi être dans le relationnel avec les clients, hein, parce qu'on leur apprenait déjà ça à l'époque. Et puis, pourquoi pas partir à l'étranger, repartir aux États-Unis pour certains, parce que c'est ce qu'ils voulaient faire, et ainsi de suite. Donc, en fin de compte, il a recyclé tout ce qu'il savait faire, et tout en gagnant, j'allais dire, sa vie. Voilà. Et puis, quoi dire de plus? Je pense que, bon, là, c'est quelqu'un qui est décédé il y a quelques années, il y a 3 ans, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est réalisé tout au long de sa vie, parce qu'il a su financièrement arriver donc à gagner sa vie, et par ailleurs donc de vivre de sa passion, parce qu'en fait bon, ça l'empêchait pas de continuer de jouer au tennis, ça l'a pas empêché de se faire des amis aux États-Unis et de continuer là-bas, parce qu'il a fait aussi beaucoup de compétitions à l'étranger. Voilà. Bon, je pense que ce qui est important avant tout, je dirais, c'est alors suivre sa passion, oui. Ne pas aller à l'encontre des parents, parce que parfois il peut y avoir quelque chose de rationnel. En revanche, si cet enfant a besoin de bouger, et je reviens à ça, c'est peut-être pas forcément formidable qu'il soit informaticien, par exemple, parce que là c'est sûr qu'il va rester enfermé dans un bureau, dans une bulle tout le temps. Il va devenir fou. Si c'est quelqu'un qui aime bouger et qui aime le contact humain, plutôt proposer à papa et maman de faire une école de commerce et de faire tous ces stages, par exemple, dans une académie de foot, de handball ou de tennis ou de ce que l'on veut. Ça, oui. Si c'est un musicien, alors un musicien, c'est pareil. En vue, c'est assez délicat. Mais si c'est quelqu'un après qui est capable d'être dans l'événementiel, par exemple, quelqu'un qui est capable d'aller peut-être en toutes les fonctions d'hôtellerie et puis d'événementiel et quelque chose de combiné dans des villes où ça va plus s'accueillir. Je pensais, par exemple, nous, on habite pas très loin de Monaco, pas très loin de Cannes aussi. Peut-être essayer de faire son trou comme ça par le biais de stages. Mais qui dit stage dit évidemment études. Mais ce sont des études plus pragmatiques, un peu comme aux États-Unis, c'est plutôt des bachelors dans ces cas-là, et on va travailler l'alternance. Et ça peut être intéressant. Et puis après, il y a ceux qui vont s'intéresser. Moi, j'ai pas mal travaillé en physiopathologie chez des nutritionnistes. J'avais des sportifs de haut niveau qui avaient décidé de se spécialiser dans la nutrition. Bon, bah, c'est pareil, ils ont fait des stages un peu partout, ils ont fini par aller jusqu'au bachelor, et puis certains sont même allés plus loin, même jusqu'au doctorat. Ça n'a pas empêché qu'ils ont fait beaucoup d'alternance et ils ont travaillé toujours avec des sportifs de haut niveau. Donc là, ça devient intéressant. Ça permet de concrétiser un projet, on en revient à un projet, et ce projet, il y a une entrée personnelle, voilà, qui est la passion, et de l'autre côté, le côté alimentaire qui va permettre justement de nourrir cette passion. D'accord. Donc, je pense que le principe des bachelors, qui est quelque chose de très états-unien et qui en France est arrivé plus tard, hormis dans les établissements privés, notamment les écoles de commerce, et après un petit peu partout maintenant, on le retrouve en nutrition sportive et dans plein de choses maintenant. Je trouve que c'est des voies intéressantes qui sont dans l'alternat, qui sont peut-être moins pesantes au niveau des études et qui permettent d'orienter les stages au fur et à mesure pour pouvoir évoluer dans quelque chose d'intéressant. Ouais. À négocier avec les parents, c'est pas toujours gagné. Oui. C'est des études plus techniques, on va dire. Oui, parce que c'est vrai que oui, c'est un petit peu le but, ça serait effectivement de trouver un juste milieu entre entre avoir un diplôme qui est validé d'État, tout en étant en rapport
à l'industrie de l'intérêt du jeune finalement. Mais il y a beaucoup de jeunes qui désirent très jeunes, enfin à 15-16 ans, qui ne veulent plus faire d'études, qui ne veulent plus aller à l'école, qui veulent faire plutôt des métiers manuels et professionnels, qui veulent rentrer sur le marché du travail. Mais les parents, enfin, et c'est la vérité, moi qui étais dans l'industrie de l'éducation ces dernières années, euh, il y a plein de métiers qui ne nécessitent pas nécessairement de diplôme pour commencer dans cette Oui, voie-là, travailler, cette mettre le pied à carrière. l'étrier. Exactement. Mais d'un autre côté, du point de vue d'un parent, c'est vrai que maintenant, pour être caissier ou pour faire un métier d'entrée, on va dire, ceux qui n'ont pas de licence ne sont même pas sélectionnés finalement. Donc, la société est shapée et construite de manière à ce qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir des diplômes d'études supérieures pour pouvoir appliquer un travail. Donc, c'est quand même compliqué, hein, ça se contredit un petit peu de temps en temps. Oui, alors moi, je suis bien placée pour en parler parce que j'ai eu un deuxième enfant, mon deuxième, donc, est au compagnon du devoir. C'est une école que j'avais encensée depuis qu'il était tout jeune. Pourquoi? Parce que je trouvais admirable de faire un métier manuel, avoir un savoir-faire qui s'exporte à l'étranger sans aucun problème, hormis avec le Covid. On est dans cette situation où il ne peut pas partir. Je peux vous dire, c'est d'une frustration terrible. Oui. Mais comme je lui avais toujours dit, passe un bac. Pourquoi? Parce que si tu as ce socle-là et que tu regrettes ce que tu fais, parce qu'il a quand même fait 2 formations différentes. Il a commencé comme charpentier et après, il a décidé de partir dans le vin. Donc, du coup, il a fait tonnelier. Bon, ça a été un choix de sa part, puisqu'il était parti sur la forêt au départ. Il était parti plutôt pour aller sur l'ENF. Donc, il était parti sur une voie plus agricole. Mais je lui ai dit, tu passes un bac. Parce que ce bac te permettra, je leur ai toujours dit comme ça, même à mes jeunes, ça les faisait rire de temps en temps, je leur disais, c'est pour éviter de vous faire arnaquer. Hein, c'est comme ça que je leur disais. C'est-à-dire qu'en clair, vous avez un boulot, à partir du moment où vous avez le bac, vous êtes capable de savoir si vous avez signé un contrat qui est complètement bidon ou si vous avez des chances de pouvoir réussir dans cette entreprise. Vous avez déjà quand même des outils pour vous défendre, des outils pour pouvoir continuer tôt ou tard, puisque maintenant, c'est plus jusqu'à l'âge de 25 ans en France, mais jusqu'à l'âge de 30 ans. Aux États-Unis, c'est effectivement différent. On peut être en formation, en apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans. Et c'est pas réservé aux étudiants qui passent des bachelors, des doctorats ou que sais-je encore. Ça peut être valable pour des gens qui font un CAP, un PEP ou qui ont décidé, on voit ça beaucoup, qui ont fait une école de commerce. Ça, je pense à Madame Pic, là, j'ai plus son prénom en tête. Qui est toquée, qui est une chef toquée et qui a fait une école de commerce avant, qui a fait plaisir à ses parents, ok, qui a décidé de devenir cuisinière derrière, qui est passée par toutes les écoles, batterie, cuisine et tout ce qui s'ensuit, du CAP, BEP, qui est montée et qui est devenue une chef toquée. Donc voilà, on est dans cette situation-là. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il faut quand même assurer les bases au départ, et je crois que tu le dis très bien, c'est que maintenant le monde est très compliqué. En plus de ça, j'allais dire, c'est pas qu'une histoire de diplôme, c'est une histoire aussi sociale. C'est-à-dire qu'en clair, les gens qui ne sont pas diplômés, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas compter, qui ne savent pas s'exprimer et qui ne savent pas aussi, maintenant, il y a la fracture sociale avec les réseaux, avec le Covid a aussi agrandi ce grand trou-là, avec l'effet remote, communication, etc. Donc, ces personnes qui ne sont pas préparées à tout ça, ils ont toutes les chances de finir clochard. C'est absolument terrible ce que je raconte. Donc, je peux comprendre la crainte des parents, bien évidemment. Donc, il faut les prémunir avec un diplôme de base. Nous, à notre génération, on nous disait « passe ton bac et après tu verras ». Bon, c'était un peu l'argument bien français, ça m'a trop fait rire. C'est sorti dans tous les films encore aujourd'hui, tellement bien que nos gosses nous disent parfois « ah bon, de votre temps, on disait déjà ça ?» Ben, je dis bien sûr que oui. Bon, ben voilà. Mais je pense que les parents faisaient ça pour nous protéger sur le plan social. Après, c'est pas avec ça, c'est pas avec un bac qu'on mange, ça c'est clair. Ouais. On va peut-être être caissier et encore, et encore. Ouais. Merci beaucoup, Corinne. Alors, on approche la fin. Donc alors peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot de fin, un petit conseil donc pour tous ces jeunes. Je pense particulièrement aux jeunes qui sont un peu perdus en ce moment, pour ceux qui sont en milieu de carrière, qui ont été on va dire, qui ont été imposés, on leur a imposé finalement une carrière. Je le vois beaucoup auprès de mes anciens copains, de mes copains qui sont en milieu de carrière. Finalement, ils ont fait des études, mais après, ils pouvaient pas changer parce que
suis absolument désolée. Pas de souci. Donc voilà un petit conseil pour ces gens qui veulent vraiment se reconvertir et ces jeunes. Un dernier mot de fin et aussi voilà. Que pensez-vous aussi de notre plateforme pour ceux qui ne nous connaissent pas encore? Voilà, on va finir comme ça, si ça vous dérange pas. Alors, je vais commencer par la question plateforme, mais j'en arriverai au mot de la fin, sinon il va être oublié. Voilà. Et Dieu sait que c'est peut-être celui qui va être important également. La plateforme, moi j'ai eu l'occasion de l'utiliser un tout petit peu, la tester, on va dire ça comme ça. La tester sur le plan technique, déjà, c'est d'une facilité. Il n'y a pas besoin d'avoir un baccalauréat d'informaticien ou d'avoir un ingénieur d'informaticien. C'est quelque chose d'absolument évident à utiliser, de très intuitif. Donc ça, c'est le premier point sur le plan technique. Ce qui m'a plu là-dedans, je me dis pour les expats, c'est intéressant. Je pense à ça parce que à Monaco, j'ai rencontré beaucoup d'expats et effectivement, ils ont besoin d'être en lien. Et effectivement, le système du remote, du téléphone, c'est quand même quelque chose de formidable qui permet de réunir les gens et puis de les voir aussi. Ça peut être intéressant. Ça, c'est un point intéressant. Un deuxième qui peut-être est plus personnel, j'allais dire, ça permet de passer incognito. C'est-à-dire qu'en clair, il y a des fois, avoir une personne en face, c'est pas toujours gagné. On n'a pas toujours envie de vider son sac ou d'expliquer, je sais pas, du genre ma vie ça marche pas, c'est un vrai foutoir, j'aimerais que vous m'aidiez. On n'a pas forcément envie de rencontrer la personne en chair et en os. Ça, je sais qu'au départ, je le vois très bien en coaching, il y a toujours une gêne la première fois, la deuxième fois. Après, c'est fini, hein, le rideau tombe, comme on dit, mais il y a ça qui est important. Donc voilà, je pense que ça permet en fin de compte de passer en mode, j'allais dire, discret. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que je dirais qui est bien aussi, ça va avec, j'allais dire, c'est aussi le côté sécurisé. C'est-à-dire que quand on est en relation avec quelqu'un, si on le voit et qu'on a des rendez-vous réguliers, le jour où on arrête, il faut presque se justifier. Je dis presque, on peut pas dire souvent, il faut se justifier. Bref. Et ça, on n'aime pas trop parce qu'il y a des fois, on a notre intimité, on se dit, avec la personne, ça colle pas, avec la personne, j'arrive plus à progresser, ou alors, comme font tous les sportifs, ils changent de coach de temps en temps parce qu'en plus, ils ont envie d'apprendre d'autres technicités et le coach, il sait pas tout faire, c'est pas un couteau suisse. Donc ça, je trouve ça intéressant parce qu'on n'est pas obligé de se justifier. Ouais. Donc, en fin de compte, ça vous laisse une liberté d'action que je trouve hyper intéressante. Parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas du mode zapping, du mode je vais d'un côté et de l'autre et puis je me fidélise pas. La question n'est pas là, mais je crois que quand on veut faire un projet, on a besoin de tomber sur une personne, mais cette personne ne va pas être valable pendant 10 ans, il faut arrêter. Je pense qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Voilà, donc on n'a pas forcément besoin de tout justifier comme on va le faire quand on rencontre la personne en chair et en os. Merci beaucoup Corinne et un petit mot de fin pour les gens qui nous écoutent. Oui. Alors, pour les jeunes, vous m'avez dit, puis même pour les personnes à tout âge, j'allais dire, c'est ça qui est important. Moi, je le dirais en image miroir, c'est-à-dire que je considère les personnes comme elles devraient être. Voilà. Et comment elles peuvent être, c'est ça qui est important. Et non pas, donc je fais comme si elles étaient déjà arrivées à leur but. C'est ça qui est important. C'est le comme si. Au lieu d'essayer de se dire, voilà, je la vois comme ci ou je la vois comme ça, non. Je la vois comme si elle devait être à l'endroit où elle doit être. C'est-à-dire, en clair, pour parler plus simple, j'allais dire, c'est vraiment, comment dire, les anglo-saxons qui ont la bonne phrase, c'est être au bon endroit et au bon moment. Donc, sans authenticité, sans reconnaissance de soi, on ne peut pas y arriver. Ça, c'est clair. D'accord, super. Merci beaucoup Corinne d'avoir participé à cette conférence, c'était vraiment super. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à nous envoyer un email si jamais vous avez des questions ou désirez recevoir le replay. Et si jamais vous avez envie de retrouver Corinne ici présente, n'oubliez pas de télécharger l'application sur les App Store, My Private Coach sur Apple Store et Google Play. Merci Corinne, merci à tout le monde. Merci Florent et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci. Au revoir.